Si vous vous souvenez bien, dans ma dernière vidéo sur Ultra, je vous avais dit qu'il était fort possible que je rencontre le CEO de Ultra, et donc dans un petit concours que j'avais organisé pour gagner des NFT sur Ultra, je vous avais demandé de lui poser des questions que vous aviez en tête à propos de lui ou à propos du projet Ultra en général. Vous avez joué le jeu, peut-être même un petit peu trop, vu que j'ai eu à peu près 300-350 réponses. J'ai sélectionné parmi ces 330 questions, 7 questions que je trouvais les plus pertinentes, et je suis allé les poser à Nicolas Gillot, qui est le co-CEO de Ultra. Il y a à peu près 30 minutes d'interview, je vous laisse apprécier tout ça. Avant ça, on n'oublie pas d'aimer et de s'abonner si c'est pas déjà fait. Bonne vidéo les gars. Ah oui, et il y a les résultats du concours en fin de vidéo. Donc bonjour Nicolas, merci beaucoup d'être présent sur cette vidéo. Bon, Eril, merci de m'accueillir. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir t'avoir. On peut se tutoyer? Oui, bien sûr. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir t'avoir. Comme je te l'ai dit juste avant, t'es assez rare sur YouTube, donc c'est vraiment un privilège de pouvoir te poser tes questions. J'ai dû recevoir sur 2 semaines à peu près 40 messages de personnes qui me demandaient quand est-ce qu'elle sort cette vidéo avec Nicolas, donc t'es très attendu. Donc ça fait vraiment plaisir. Je vais te poser quelques petites questions sur Ultra, des questions qu'ont posées les gens de la communauté, des interrogations, des questions sur Ultra, sur des choses un petit peu plus personnelles de ton côté, ton parcours, etc. Et on va voir un petit peu quelle est ta vision sur le projet. Super, avec plaisir. Alors la première question c'est, selon toi, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans le lancement de Ultra, dans toute la création du projet? Au niveau de la mise en œuvre, je dirais d'Ultra, probablement la partie technique, donc vraiment l'infrastructure qui est assez complexe, à savoir que on a beaucoup de microservices, on a beaucoup de systèmes différents qui permettent en fait de pouvoir scale la plateforme. Avec l'idée en tête d'avoir des millions d'utilisateurs, il ne faut pas devoir tout recommencer en milieu de trajet, parce qu'évidemment, avoir une plateforme qui est déjà en train de tourner avec des utilisateurs, c'est beaucoup plus compliqué à changer au niveau vraiment du corps qu'une plateforme qui n'est pas encore lancée. Donc du coup, on a dû faire beaucoup de travail en amont pour avoir une infrastructure très solide, assez complexe, mais qui permet vraiment d'avoir cette capacité de grandir rapidement, et également qui est adaptée à différentes régions. Donc à savoir, si on veut être en Chine demain, on peut se mettre en Chine, changer de service cloud par exemple, pour nos serveurs. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été développées pour pouvoir justement être transposables en différentes régions, s'adapter à différents types de marchés. Pour ça, on a Mike Dunn, qui est notre CTO, il a fait ça dans plusieurs entreprises avant, donc il a une bonne expérience qui nous a permis justement d'avoir entre guillemets, les bonnes informations, la bonne structure dès le départ. Et évidemment, après, il fallait trouver les bons talents qui connaissaient justement cette technologie pour pouvoir lancer. Donc ça, c'est je dirais la partie la plus difficile, ce serait ça. C'est vraiment tout ce qui est vraiment technologie, infrastructure, être sûr que tout vraiment fonctionne bien ensemble, avec différents environnements également, environnements de développement, de production, live, ce qui nous permet de pouvoir justement travailler tout en ayant la plateforme qui continue à tourner et mettre à jour la plateforme que tout le monde connaît. Voilà, sans avoir trop d'accro, avec une petite maintenance qu'on va every now and then, mais voilà, qui permet donc de pouvoir avoir une expérience correcte. Ouais, c'est ça que je pense qu'il a dû être compliqué, c'est que Ultra, c'est vraiment un projet qui doit être performant sur plein de points différents, que ce soit d'un point de vue technologique blockchain, mais aussi gaming. Donc vous avez un petit peu ce besoin d'être équilibré et d'être très performant sur les deux domaines. Et justement, au niveau du gaming, toi tu as donc un parcours dans le monde du gaming, t'es très loin d'être à ta première expérience. En quoi ton parcours dans le milieu du gaming, que ce soit professionnel ou en tant que joueur, a influencé la création de Ultra? Il y a plusieurs éléments. Donc, en étant d'abord joueur hardcore au départ, quand j'étais plus jeune, j'ai vraiment pu voir, je dirais, déjà l'évolution du gaming en tant que joueur. Qu'est-ce qui était intéressant pour moi et intéressant pour d'autres joueurs. Donc vraiment avoir cet aspect gamer, que ce soit des joueurs single player, du multiplayer, compétitif, voilà, tous les différents types de jeux. C'était une partie qui était assez intéressante, la partie communautaire aussi, comment est-ce que j'interagis avec d'autres joueurs. Ça a pas mal influencé. Il y a la partie évidemment en tant que professionnel du jeu vidéo, donc on avait créé donc un studio de jeux vidéo mobile, ce qui veut dire donc la création du jeu, la distribution du jeu, le marketing du jeu, le publishing. Quels sont les problèmes liés à cela? On a créé également un studio de jeux vidéo PC, donc qui est encore autre chose, beaucoup plus haut niveau en termes de technologie, de scope, et également donc la partie vraiment monétisation des jeux. Donc on avait créé donc une société de consulting qui en fait aidait les grandes sociétés, Tencent, Gameloft et autres, pour justement améliorer leur jeu en réfléchissant à la partie monétisation, la partie acquisition, donc comment faire pour en fait générer plus d'argent avec le même jeu, en modifiant le game design, en augmentant la rétention, que les joueurs restent plus longtemps dans le jeu finalement, et qu'on a payé, disons, $20 pour qu'ils viennent, on préfère qu'ils restent, qu'ils dépensent au moins $20, sinon c'est pas
pas réussi, mais on pourrait très bien, je dirais, se dire que ben voilà, la personne a dépensé 5 $, mais a amené 5 autres personnes qui ont aussi dépensé 5 $. Et ça, c'est parfaitement valide. Donc c'est vraiment avoir ces réflexions sur la partie stratégique et business des jeux. Et avant Ultra, on a lancé donc une plateforme, une console de jeux pour le marché chinois. Donc là, on a vraiment touché beaucoup à tout ce qui était hardware et distribution. Vu que finalement, une console, c'est quoi? C'est comme un PC avec un Steam à l'intérieur, mais simplifié. On arrive à peu près au même point. Et donc, on a un peu cette expérience aussi de quelles étaient les problématiques qu'on a rencontrées, quelles étaient les problématiques pour les publishers, les développeurs, pour faire connaître leur contenu, et comment faire pour que ce contenu soit disponible justement aux autres joueurs. Et donc, c'est un peu avec toutes ces idées-là qu'on a décidé de lancer Ultra, en voyant toutes les problématiques qui étaient finalement, qui pouvaient être résolues pour plusieurs acteurs en même temps, avec un type de solution, entre guillemets. Donc c'est un peu ça au niveau de la genèse. Et d'autre part, je dirais tous les bons contacts aussi. On travaille beaucoup dans l'industrie. On a eu beaucoup de feedback dès le départ, donc avant même de lancer le développement, on avait déjà autour de la table AMD, d'autres sociétés, des experts en distribution, des experts en différents topics, avec qui on a eu beaucoup de brainstorm aussi pour réfléchir à quelle est la bonne solution. Et donc on a vraiment un consensus aussi de tous les professionnels dans le secteur du jeu vidéo, dans différents domaines. C'est tout ça, c'est ça qu'il faut faire. Et je pense que c'est ça l'une des grosses forces de ton parcours à toi et à David, c'est que vous avez été des deux côtés en fait de la barrière gaming. Vous avez été des joueurs hardcore comme tu le dis, et vous avez été du côté des développeurs et des créateurs, donc vous connaissez les deux problématiques, et c'est des choses, je pense que vous avez du coup travaillé sur Ultra, c'est de réussir à rallier les problématiques des joueurs et rallier les problématiques des développeurs, ce qui est en soi très dur à faire si on n'a jamais été sur les deux bords. Oui, c'est ce qu'on voit souvent dans l'industrie blockchain, plus spécifiquement, parce que c'est plutôt généralement des personnes de la finance qui lancent des blockchains, etc., et puis qui vont là, on va faire un peu de gaming aussi, pourquoi pas. Ou nous, on est vraiment parti de l'idée de quelles sont les problématiques à résoudre. Ok, on a besoin du blockchain pour le faire, parce qu'il n'y a pas d'autre tech qui permet de le faire aujourd'hui, donc on va créer une blockchain. C'est plus cet angle-là, donc en réfléchissant aux problématiques, comment est-ce qu'on va la régler, est-ce que ça a du sens pour tout le monde? Voilà, ce qui est un peu un angle différent, et ce qui nous permet d'avoir, en fait, quand on design la plateforme et les features, réfléchir aux différents aspects, se dire, bah tiens, je vais avoir besoin un jour que ma plateforme soit disponible donc en Chine, mais que ce même jeu soit pas disponible ailleurs, mais qu'il puisse être trade uniquement en Chine, et que le serveur soit à tel endroit également, la partie communautaire soit aussi loquée d'une certaine manière, et tout ça il faut le savoir si on a été dans l'industrie, mais se rendre compte du problème en cours de chemin et fixer sa plateforme au fur et à mesure. Compliqué. C'est compliqué. Ouais, c'est ça, et c'est ce qu'on remarque en fait, c'est que la plupart des blockchains et des projets qui se lancent dans le gaming, enfin qui mélangent le gaming et la blockchain, ils partent d'une blockchain et ils se disent on va racoler du gaming dessus, parce qu'en général c'est assez lucratif. Vous avez fait le chemin inverse, vous êtes parti du gaming, vous avez établi les problématiques, et vous avez dit ok bah là, il faut qu'on rajoute une blockchain, il faut qu'on rajoute ça, pour arriver à la vision qu'on a du projet. Oui, tout à fait. Ok, bah très bien. Alors, il y a un aspect qui revient souvent quand on parle d'Ultra, pour expliquer Ultra à quelqu'un, c'est qu'on leur explique que dans le jeu Ultra qu'on pourra jouer, on pourra échanger ces objets qui seront des NFT et qui seront des objets réutilisables parce qu'ils seront sur la blockchain. C'est vraiment l'un des aspects vitrine de Ultra pour les gens de la communauté qui discutent. Mais est-ce qu'il y aura d'autres utilisations de la blockchain dans le jeu vidéo Ultra, outre cet aspect itemisation des objets qui est déjà très intéressant? Ça. En fait, au niveau de l'itemisation des objets, il y a aussi pas mal de misconceptions. Je suis d'accord, ouais. En fait, on se dit toujours, ça va être trop bien, mon épée, je vais la prendre dans mon autre jeu, puis je vais la prendre dans ma voiture et la sortir de la fenêtre aussi quand je me balade. Non. Et cette épée, si dans un jeu A, c'est une épée rare qu'on sait avoir en tuant tel boss, peut-être que dans le jeu B, c'est très simple à avoir, ce qui fait que tout le monde va jouer au jeu B, va l'avoir, tourner dans l'autre jeu, terminé. Donc c'est souvent, on parle souvent de ça dans l'industrie, je dirais blockchain gaming, mais pour moi c'est assez peu cohérent, dans le sens où si on a fait pas mal de game design, on se rend vite compte que déjà bien faire un jeu et que tout soit cohérent dans le même jeu, c'est déjà très complexe, c'est un jeu un peu large, mais alors se dire que les items sont portables d'un jeu à l'autre, ouais, c'est très compliqué. Même Blizzard ne le fait pas. Blizzard le fait dans le sens où on a quelque chose dans un jeu, ça nous donne quelque chose d'autre dans un jeu, mais qui est uniquement du skin ou du vanity item, donc des choses vraiment qui n'ont pas de pouvoir, qui permettent pas d'être plus puissants ou autre.
Ça, c'est entre guillemets faisable, mais ça reste bon high level. Pour moi, la partie vraiment qui est intéressante avec ça, c'est dans le jeu lui-même, donc pouvoir faire des échanges, mais aussi pouvoir utiliser ces mêmes items sur différents services autour du jeu. Pour moi, c'est là vraiment quelle est la valeur où on va se dire, bah tiens, mon épée, je vais pouvoir l'échanger à quelqu'un d'autre qui va me donner autre chose, de l'argent en échange, peu importe. Je vais pouvoir, en tant que développeur, l'utiliser comme outil marketing, où en fait, je vais la distribuer dans un live stream. Je vais pouvoir la parier contre quelqu'un d'autre dans un tournoi, par exemple. C'est vraiment plutôt ces éléments-là pour moi qui ont de l'intérêt au niveau des items et également la preuve de quantité. Donc, c'est-à-dire que voilà, c'est effectivement, il y en a 10. Il y a effectivement 10 items dans le jeu également. Donc, on sait voir qu'effectivement, c'est très rare. Il y a cette rareté qui est vraiment beaucoup plus claire qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la rareté, c'est un drop rate en disant voilà, il y a 0,1% de chance que ça tombe en tuant tel monstre. Super. Il se peut ça tombe très souvent d'un coup. Voilà, ça reste des statistiques. Maintenant, là, il y a une vraie preuve de rareté qui est intéressante, qui permet aussi après ouvrir des accès. Bah tiens, si tu as ça, tu as fait tel achievement dans tel jeu, tu as unlock tel item, tu as accès à telle communauté ou accès à tel tournoi, enfin voilà, tu peux vraiment commencer à créer la partie vraiment environnement autour qui est beaucoup plus intéressante pour moi. Les utilisations vraiment blockchain, il va y avoir pour moi tout ce qui est digital identity, donc tout le temps qu'on va finalement passer dans un jeu, en dehors du jeu, autour du jeu, ça va être pour moi comptabilisé, qui va permettre d'avoir vraiment une bonne idée du profil de la personne et lui donner des avantages basés sur ce profil en disant, bah tiens, tel joueur, Iril a joué à World of Warcraft pendant 200 heures, 500 heures. C'est pas Voilà. entièrement faux. Voilà. C'est souvent le cas beaucoup. On peut voir qu'il était quand même à mon niveau, au niveau des arènes ou autres. On sait voir qu'il a aussi vu pas mal de streams liés à World of Warcraft. On va lui donner accès, on va lui grade quelque chose parce qu'on estime que c'est un joueur investi. Ou on va aussi lui demander, bah, tiens, donne une review sur des jeux similaires. Tiens, ta review va avoir du poids. Pourquoi? Bah regarde, parce que je suis quelqu'un qui a vraiment l'expérience. Donc ça permet en fait un peu d'avoir toutes ces actions qui sont effectuées autour du jeu vidéo et dans le jeu vidéo, d'avoir une valeur en dehors du jeu également. Et donc ça pour moi c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui les gens se voient beaucoup moins en face-to-face, ça se fait beaucoup par ordinateur, on joue ensemble. Alors on va plus dans un cybercafé et jouer ensemble, généralement ça se fait sur un PC chacun chez soi. Mais on sait pas vraiment qu'est-ce qui est derrière, quelle est la vraie expérience de la personne. Et là ça permet vraiment d'avoir tout un panel de possibilités en se disant bah tiens, pour du e-sport, tel joueur on voit bien qu'il est bon parce que tac 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 il a gagné tel et tel tournoi, enfin, voilà. C'est vraiment avoir une bonne idée en fait sur les personnes sans révéler qui est derrière. Donc ça permet vraiment de créer son identité digitale qui est traquée on-chain et qui permet après évidemment d'avoir plein d'avantages. Comme même le fait que des personnes pourraient rejoindre un jeu au départ en early access. On sait voir que la personne était déjà en early access, il a aidé à créer la communauté, il a amené autant de personnes dans la communauté. Et en tant que développeur, moi je vais me dire, bah, tiens, je vais reward cette personne parce que il nous aide à grossir, il est investi dans le projet, donc il a reçu des NFT peut-être au départ, qui ont de la valeur, qui sont intéressantes pour lui aussi. Bien, je fais un mécanisme même sur faire une collection avec lui et tous les membres de la communauté uniquement dédiés pour eux. Enfin, il y a plein de choses à faire en fait qui permettent de souder une communauté et de faire grossir une communauté beaucoup plus solide avant même le lancement du jeu. Et donc en cours de jeu évidemment, ça permet pour le développeur d'avoir des gens très investis qui parlent beaucoup du jeu, qui apportent beaucoup de valeur au jeu, mais également reverser cette valeur à ces personnes. Pour moi, c'est aussi cet aspect-là que la blockchain finalement permet au sein du jeu vidéo. C'est cette cohésion finalement entre le développeur, le joueur, le créateur de tournoi, les influenceurs également, qui vont avoir des avantages également à amener sur tel ou tel jeu. Après, il y a les guildes aussi dont on parle régulièrement maintenant. Donc il y a tout cet écosystème qui peut se créer grâce à la technologie. En dehors, sans la technologie, ce serait beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y aurait pas finalement centralisé, c'est un peu un vilain mot quand on parle de blockchain, des informations centralisées pour tout le monde qui peuvent être utilisées pour justement créer cet écosystème, donc avec les NFT qui sont au centre, avec la blockchain qui est au centre, qui permet que tous les acteurs puissent vraiment communiquer et offrir une meilleure expérience. On a actuellement des gros géants du gaming qui sont totalement en dehors de la blockchain, comme Steam, Epic Games Store, etc. Et quand on sait à quel point la blockchain et le gaming, ça a un peu l'air d'être l'Eldorado actuel, est-ce que tu penses justement que ces gros géants de l'industrie se positionneront sur la blockchain tôt ou tard? Je pense que, donc on voit par exemple Epic Games qui accepte des jeux blockchain par exemple, mais voilà, ça reste très très superficiel dans le sens où si on veut réaliser un produit vraiment qui tire avantage de la partie blockchain, vraiment encore, il faut entre guillemets refaire la plupart du produit. C'est un peu ça la grosse problématique. Et un produit où on a des millions d'utilisateurs, c'est
très compliqué à arrêter, mettre en pause, puis relancer derrière. On peut le voir avec Ethereum, par exemple. On a vu le temps que ça a pris pour pouvoir arriver au DPoS, etc. Ethereum aurait été un stade où il n'y a pas d'utilisateur, ça aurait été beaucoup plus rapide, à mon avis, à développer, parce qu'on n'a pas de cette problématique. C'est un peu le cas ici avec un Steam, par exemple, où ils ont cette infrastructure, ces habitudes qui sont déjà bien en place et qui sont compliquées à changer. Donc ils sont vraiment assez loin aussi. Epic fait vraiment que de la vente de jeux. Donc c'est assez limité en termes de scope. Et Steam, lui, par contre, c'est vraiment aussi plus un store. C'est un peu plus large que juste uniquement le store, mais ça reste quand même un store. On y va pour acheter son jeu. Ça s'arrête à peu près là. Ils n'ont pas cet aspect écosystème. Donc c'est vraiment un silo. On va là pour ça. Il n'y a pas vraiment d'interaction, vraie interaction, si on prend entre Steam et Twitch, Steam et Discord, Steam et Faceit, Steam et, enfin voilà, et encore moins avec Epic. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut penser en fait à la source quand on développe sa plateforme pour que ça puisse devenir un écosystème. Et donc ça, c'est ça qui me fait un peu dire que voir Steam ou voir Epic arriver à une vision similaire à Ultra serait très complexe et très long. D'abord, ils auraient besoin d'avoir la technologie blockchain qui permet de le faire. C'est la première chose. Et puis, ils devraient vraiment refondre complètement leur solution avec le risque potentiel de tout perdre. Ce qui, évidemment, pour une grosse société comme Epic, comme Valve, donc Steam, c'est très très complexe. C'est un peu comme si on se dirait, voilà, du jour au lendemain, Windows va absolument tout changer, il y aura plus de boutons démarrer, il y aura plus de clic droit. Bonne chance avec ça pour pouvoir améliorer leurs produits. Donc des améliorations sont souvent incrémentales dans des grandes structures comme ça. On fait des petits ajustements, on améliore un petit peu. Donc se dire que demain on va avoir Steam qui pourra vraiment avoir des idées similaires et développer ce que Ultra fait, ce serait très compliqué. Donc c'est ça un peu où on est bien. C'est qu'on peut justement avoir l'avantage d'offrir une solution aux développeurs, aux publishers, aux joueurs, aux influenceurs également, que Steam ne peut pas faire aujourd'hui. Et si vous voulez le faire, ce sera un très gros risque pour eux et ça va prendre beaucoup de temps. Donc pour l'instant, rien d'inquiétant pour Ultra à l'horizon au niveau de cette concurrence, parce qu'on compare beaucoup les Ultra avec Steam et Epic forcément, mais c'est quand même totalement différent dans l'approche. Et Oui. vous avez cette flexibilité que les grosses plateformes comme Steam ou Epic n'ont pas, de par leur structure déjà très très établie, très figée, qui ne peut pas bouger du jour au lendemain, comme tu l'as dit. C'est ça, faut plus voir, entre guillemets, on n'est pas évidemment de la taille de Google, mais c'est Ultra est plus comme un Google où on va avoir tout ce qui va être Google Suite, Google Doc, Google Sheet, etc. On va avoir Gmail, on va avoir Google pour le moteur de recherche, on va avoir tout un tas de choses, le SSO qui peut se connecter à tout, ou Steam va vraiment avoir Gmail, ok. Nous, on fait des mails, c'est ça qu'on fait. Et Ultra a plutôt cet aspect vraiment écosystème, donc c'est un autre mindset, c'est une autre direction, et on prétend pas être les meilleurs dans chaque aspect. Il y en a qu'on fait nous-mêmes, on essaie vraiment d'avoir la meilleure solution qu'on puisse développer. Alors, on tire avantage évidemment de la technologie et de la vision, mais on travaille aussi avec d'autres partenaires qui peuvent intégrer leurs solutions, qui sont déjà des boîtes renommées. On pourrait mettre Twitch ou Discord ou autre dans Ultra très facilement, alors que voilà, intègre Twitch le vrai Twitch dans Steam. Compliqué. Très compliqué, voire impossible. L'un des principaux enjeux de Ultra, tu me dis si je me trompe, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la technologie d'Ultra est fantastique et que le gaming et la blockchain ont une synergie qui est incroyable. Donc, si on prend ça en compte, l'un des enjeux, ça va vraiment être de réussir à attirer le gamer qui est sur Steam, qui est sur Epic Games, etc., qui n'utilise pas du tout la blockchain, pour le faire venir sur cet écosystème. Selon toi, qu'est-ce qui va vraiment être important dans cette adoption pour aller chercher des nouveaux joueurs vers Ultra ? En fait, ce à quoi il faut réfléchir, c'est aussi comment est-ce que les joueurs vont rester sur Ultra. Et ça, pour moi, c'est même le premier point. C'est qu'est-ce qui fait qu'un joueur vient et reste. À savoir, si on prend l'exemple d'Epic Games, par exemple, ils dépensent beaucoup d'argent, donnent des jeux gratuits, les gens viennent, ils ont leur jeu gratuit, probablement ils ne jouent jamais, et ça traîne en fait sur le librairie, et ils n'ont pas d'autres interactions. Ce qui fait qu'ils le lancent juste pour télécharger, pour recevoir leur jeu, et puis ils sont... Donc ça, c'est pour moi le premier point, c'est savoir comment faire pour que le joueur reste finalement dans l'environnement. Et pour ça, pour moi, il y a beaucoup de drivers qui sont importants. Donc ce sentiment de progression dont on parlait évidemment est important. Où, voilà, quand on participe à l'écosystème une fois, deux fois, trois fois, on n'est pas au même point qu'avant d'être rentré. Donc après un mois, bah tiens, on a ceci qui s'est passé, on a unlocké cela. Enfin, donc on voit une évolution pour soi dans l'environnement. Ce qui est toujours très important, même au niveau des jeux. Voilà, si on veut que quelqu'un rejoue un jeu, il faut qu'il ait ce sentiment de progrès. Pour moi, ça c'est très important aussi au niveau de l'écosystème. Et avoir cet écosystème, donc pour moi, est vraiment critique parce que ça permet aux joueurs de rentrer, d'avoir accès un peu tous les services dont il aurait besoin, plus de nouveaux services qu'ils ne connaissaient pas, et se dire voilà, j'ai tout ce que j'ai besoin là,
je suis rentré parce que j'ai joué un tournoi, parce que peu importe. Ça, je pourrais venir là-dessus juste après. Mais l'important, c'est vraiment de se dire, voilà, moi j'y suis, je me sens bien, j'ai une progression, j'ai reçu quelque chose aussi. Ah bah tiens, j'ai même reçu de la valeur. Bah, je peux la revendre, j'ai acheté autre chose avec. Ah bah tiens, je veux justement acheter ça, bah j'ai pu le faire. J'ai acheté un casque que j'ai reçu finalement gratuitement parce que j'ai participé à différentes choses, que j'ai joué. Donc c'est un peu cet environnement pour moi qui est très important pour la rétention et la partie évidemment communautaire. Donc savoir que mes amis y sont aussi. C'est là que je vais discuter avec mes amis, c'est là que je vais me renseigner sur mon jeu, c'est là que j'aurai vraiment toute ma petite vie digitale liée au jeu qui sera centralisée. Et donc ça finalement pour moi c'est très très important. C'est d'abord comment faire pour que les gens se sentent bien dans l'environnement, y restent et profitent de tous les éléments qui en font partie et aident également à la croissance de cet environnement. Une fois qu'on a ça, donc comment est-ce qu'on attire les joueurs pour la première fois? Il y a différentes façons de faire. Il y a la partie cross-promotion avec les jeux. On va travailler avec un nouveau jeu qui va sortir, dire bah tiens voilà, sachant que les termes sont plus intéressants chez nous que chez Steam, quand vous faites votre marketing, mettez un bouton d'abord Ultra et puis Steam à côté, parce que autant vous fassiez plus d'argent en tant que développeur, vous avez déjà fait le travail d'amener les joueurs. Donc ça c'est un des types d'acquisition. Il y a les jeux exclusifs évidemment. Donc comme on sait très bien, Steam va avoir Counter-Strike, Dota, Epic Games va avoir Fortnite par exemple, PlayStation aura un autre jeu, Nintendo aura Zelda, voilà. Donc tout le monde a ses propres jeux exclusifs. Et ça évidemment, ça permet d'avoir beaucoup de monde qui viennent sur Ultra. Maintenant, l'autre intérêt aussi, c'est d'avoir des jeux qui sont distribués ailleurs, mais qui sont aussi des jeux Ultra. Donc, ce sont des jeux, des gens, par exemple, qui vont parler d'Ultra ailleurs, qui vont amener des utilisateurs, qui vont télécharger ailleurs, ou une application qui utilise la technologie Ultra. Imaginons un site, je sais pas moi, un site d'enchères de comic books, par exemple, pourrait très bien utiliser la technologie Ultra, ce qui fait que ça crée un nouvel utilisateur pour Ultra. Donc une fois que l'utilisateur est créé, même si c'est uniquement au travers de la Chrome extension, ça permet pour nous de commencer à grossir notre user base. Donc il y a plusieurs angles. Il y a l'angle jeu vidéo pur, exclusif et partenaire, et on va avoir la partie blockchain as a service, donc le fait que les gens utilisent notre blockchain va faire grossir les user base également. On va aussi avoir la partie évidemment tournoi, qui peut être un très gros driver, donc faire un tournoi prize money $100,000 sur n'importe quel gros jeu, même Counter-Strike à la limite, pas grave. Donc il faut venir s'enregistrer sur Ultra et que le tournoi se passe sur Ultra, très bien. Nous, ça permet aux joueurs de connaître la plateforme, de tester les fonctionnalités, de recevoir des NFT, et à partir du moment où on a de la valeur quelque part, on retourne voir ce qui se passe. C'est un des principes, je dirais, connus dans tout ce qui est monétisation et rétention. À partir du moment où on voit qu'on a quelque chose qui a produit de la valeur, qui est un endroit, on vient voir, tiens, qu'est-ce qui se passe? Surtout la partie NFT, c'est pas une valeur qui est fixe, donc ça fluctue. Ce qui permet toujours aux gens de se dire, tiens, je vais quand même aller voir ce qui se passe. Un peu comme, je dirais, si on avait acheté un ticket d'Euro-Million, on va quand même aller voir. C'est clair. Donc c'est un peu ça les idées aussi. C'est tous des petits éléments qui permettent en fait aux joueurs de venir pour une première fois. Donc ça peut venir vraiment de différents angles, qui sont tous très très puissants. Un gros tournoi ou un gros jeu exclusif, c'est toutes des choses qui sont vraiment attractives, mais également des choses qui font revenir les joueurs. Ok. C'est une longue réponse, mais j'espère y avoir été. C'était très clair et très précis. Une chose qu'on entend beaucoup, c'est que Ultra, la plateforme de jeu Ultra est censée sortir en fin d'année ou du moins dans les mois qui suivent, donc en plein milieu du bear market. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ou qui vous freine de sortir la plateforme en bear market? J'imagine que forcément vous auriez préféré la sortir en bull run, mais le fait de la sortir, est-ce que ça a été un frein pour certaines évolutions, certains développements peut-être? Pas vraiment. Au niveau de la release, ça n'a pas vraiment d'impact. Évidemment, ça a un impact dans le sens où, par exemple, on a lancé la marketplace ici il y a un peu plus d'un mois. La marketplace est dans les top 20 marketplace au monde au niveau du volume, alors qu'on n'a pas fait beaucoup de marketing. On a juste communiqué vraiment principalement avec notre communauté, un petit peu avec les créateurs, mais on n'a pas encore vraiment poussé le marketing avec les gros jeux, avec les grosses collections vraiment liées à des grosses IP, des choses comme ça. Et évidemment, si on était top 20 au moment du bull ou du beer, c'est pas la même chose. Ça aurait été cool d'avoir les volumes liés au bull market. Mais ça a un impact relativement modéré. Ça a plus un impact, je dirais, sur la partie token, où évidemment, si c'était en plein bull, ça aurait comme pend aussi au niveau de la valeur. Mais voilà, ça c'est simplement des problématiques de marché. Maintenant, le monde du gaming est pas en bear market, heureusement. Le monde entier est un petit peu en bear market, mais le gaming se porte très bien. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, pour nous, le fait de lancer et de pouvoir justement commencer à pousser vers les gamers l'année prochaine, voilà,
ça a moins d'impact sur la partie blockchain évidemment que les autres projets qui sont uniquement centralisés sur la finance. Voilà, qu'est-ce qui va se passer avec la DeFi. Voilà, si forcément si t'es dans la DeFi, tu te sens pas super bien aujourd'hui. Par contre dans le gaming ça va. On voit encore qu'il y a beaucoup d'investissements qui se font, il y a encore beaucoup de développement qui se réalisent et ça, les gens commencent à se rendre compte, ok, la blockchain, l'adoption, c'est au travers du gaming. Quand on parlait de ça il y a 4-5 ans, on disait oui, c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée. Maintenant, je pense qu'il y a plus vraiment de doute dans la tête de qui que ce soit que c'est voilà, il y a plus de 3 milliards de gamers, c'est quand même une bonne partie du monde qu'on peut atteindre. Donc voilà, effectivement, ça a un impact. Maintenant, je pense que la partie NFT, malgré tout, est intéressante pour tout ce qui est collector aussi, parce que tout ce qui est au début d'une plateforme qui a potentiel de devenir énorme a beaucoup de valeur en tant que tel, parce qu'on sait, voilà, effectivement, les gens vont vouloir avoir ça devient un avatar. On n'a pas encore parlé de tout ce qui est en développement. Il y a des parties, par exemple, effectivement, chaque NFT peut devenir un avatar. Donc, si on a quelque chose de vraiment rare, les gens, évidemment, sont heureux de l'avoir eu. Un peu comme, justement, pour revenir à World of Warcraft, les premiers achievements, quand ça va avoir les hauts faits, on sait plus les faire maintenant. C'est uniquement si on l'avait fait au tout début, quand c'était encore possible. Maintenant, il y en a qui sont plus possibles. Donc, le premier du serveur, c'est toujours le premier du serveur. Il n'y en aura pas un autre premier du serveur qui arrivera pour tuer tel monstre, tel truc. Voilà, donc c'est assez intéressant. Alors j'ai une dernière question un petit peu bonus, tu m'en voudras pas que je la tente. Beaucoup de gens parlent de cette fameuse sauce secrète d'Ultra. J'imagine que bon, tu vas pas dévoiler ce que c'est ici, mais est-ce que potentiellement on pourrait avoir un indice, une piste ou quelque chose dans cette direction? Je dirais c'est comment en parler sans en parler. C'est quelque chose en fait finalement de relativement global. À partir du moment où on l'utilise, on s'en rend compte, on se dit ah ouais ok, c'est ça que j'aurais dû avoir depuis 10 ans. C'est ça la solution en fait à pas mal de problématiques. Mais c'est une solution qui résout en fait des problèmes majeurs pour beaucoup d'acteurs différents de l'industrie. Donc c'est un peu ça qu'on expliquait quand on se mettait autour aussi de la table avec d'autres personnes. C'est une des solutions qui permettait effectivement, ou la solution qui permettait justement d'avoir cette cohésion avec tous les acteurs, tout le monde finalement, quand on dit toujours ça va être win-win pour des business, là tout le monde y gagne toujours. En tant que joueur, en tant que marque, en tant que développeur, publisher, tout un tas de choses en fait, c'est la solution. Bon je suis encore plus hypé sans toujours avoir d'informations. Ouais, vous êtes des tombes à propos de ça, y a rien qu'à fuiter, enfin j'ai rien vu de nulle part. Pourtant j'ai cherché, hein. Crois-moi, j'ai cherché. Bon on attendra. Est-ce qu'on la connaîtra à la sortie de la plateforme? Mais la plateforme, ça dépend qu'est-ce qu'on appelle la sortie de la plateforme, mais ce sera release over time. Ouais, ce sera release over time. Ok, je pense que t'as encore hypé une bonne partie de la communauté encore plus. Bon écoute Nicolas, merci beaucoup pour tes réponses qui étaient très claires, très précises. Merci d'avoir pris le temps de venir sur la chaîne me répondre. Je te souhaite bon courage pour la suite. Je pense que là ça doit être le rush un petit peu peut-être de rush de fin, pas vraiment, mais ça doit être un rush de fin d'année. Donc voilà, bon courage pour ça. Et on suivra de très très près l'évolution d'Ultra dans le futur et j'espère la réussite d'Ultra dans les mois, les années qui suivent. Merci beaucoup. Oui, il y a pas mal de choses ici qui vont arriver dans les prochains mois, donc ça va être assez excitant parce qu'on a build pendant pas mal d'années. Maintenant, c'est vraiment la release des produits après produit après produit. Donc ça, je crois que tout le monde est excité, mais stressé aussi parce que évidemment, c'est un peu comme si chaque fois une entreprise lançait leur produit phare, sauf que là, on en lance l'un après l'autre aussi, qui vont tous fonctionner ensemble aussi. Donc ça va être fun. Ça va être excitant, Et ben merci beaucoup Nicolas et bon courage pour ça. Merci beaucoup Iril. Merci à tous. Merci d'avoir regardé cette interview, j'espère qu'elle vous a plu. L'objectif, c'était pas du tout d'avoir des informations complémentaires sur les sorties, sur les jeux ou quoi que ce soit. C'était plutôt d'essayer d'avoir une vue d'ensemble de la vision de Nicolas Gillot sur Ultra, des avancées, des concurrences, etc. J'ai tenté une petite question sur la source secrète et il a bien accepté de répondre, et merci à lui d'avoir accepté de répondre à cette interview. Et c'est l'heure de vous annoncer les résultats du concours. Alors déjà, je suis désolé de ne pas avoir pu sélectionner tout le monde, il y a eu des réponses qui étaient incroyables, mais malheureusement j'ai dû trier, il y avait seulement que 2 gagnants. J'ai sélectionné ceux qui avaient les meilleures réponses, et ensuite j'ai fait un tirage au sort entre eux pour avoir les gagnants. Juste avant de vous les annoncer, je voulais encore une fois remercier Ultra Energy, qui est vraiment l'entité derrière ce concours. Donc ce concours de quand même de plusieurs milliers d'euros et d'UOS. Et c'est aussi grâce à eux, grâce à leur réseau, que cette interview avec Nicolas Gillot aurait pu être possible. Sans eux, ça aurait été absolument impossible de poser mes questions. Donc voilà, merci à Ultra Energy, et vous allez en entendre parler très prochainement sur cette chaîne. Je vous annonce les gagnants pour les NFT. Pour le Ready Set Go, donc je vous donne les comptes Twitter des gagnants, c'est @barrallisandrou, et pour le Power Up, c'est
matc554, ils vont s'afficher juste en dessous. Je vous ai envoyé un message sur Twitter et par email pour être sûr. Vous avez 3 jours pour me répondre les gars, et si vous me répondez pas dans ce délai de 3 jours, malheureusement pour vous, le NFT passera à vos suppléants, qui sont pour le Ready Set Go Farodel 1 et pour le Power Up Emma 974. Donc voilà, vous de votre côté, vous avez rien à faire à part prier. Je vous contacterai directement sur Twitter si jamais le gagnant numéro 1 du NFT ne m'a pas contacté. Mais en tout cas, merci beaucoup pour vos réponses. Je vais essayer de faire un petit Google Doc si j'ai le temps de toutes les réponses en condensé pour voir un petit peu parce qu'il y avait des choses vraiment intéressantes. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vision de Nicolas, est-ce que c'est plutôt prometteur pour vous? Mais ne vous inquiétez pas, on risque de sûrement reparler d'Ultra sur cette chaîne, c'est même sûr et certain. Juste avant de vous quitter, je voulais juste vous dire que je suis en live sur ma chaîne YouTube maintenant tous les mercredis de 18h30 à 19h30, 20h. On parle de Fonda, on fait des petits jeux, on discute, c'est vraiment pas mal. Si vous voulez passer, vous êtes les bienvenus, mercredi 18h30. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'était Iril, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt.